du mois de décembre dernier de la Géorgie. Madame la Présidente, vous êtes avec nous en visio depuis Tbilissi. Je vous salue, ainsi que l'ensemble de mes collègues, d'autant plus chaleureusement que votre parcours personnel illustre un lien fort et particulier avec la France, que vous avez brillamment servi comme diplomate avant de mettre vos compétences et vos éminentes qualités au service du pays de vos racines. La France entretient avec la Géorgie des relations anciennes. Pour mémoire, la République française de la Géorgie, dans le département de l'Essonne, le gouvernement de République géorgien en exil de 1918 à 1921. En 2003, alors que vous occupiez à Tbilissi les fonctions d'ambassadrice de France, vous avez été aux premières loges de la Révolution des Roses, cet épisode de manifestation populaire d'ampleur contestant le résultat des élections législatives d'alors et qui conduit à la démission du président Édouard Shevardnadze. Avec l'accord des autorités françaises, vous êtes devenu ensuite ministre des Affaires étrangères du gouvernement nommé par le nouveau président Saakashvili. Vous vous illustrez par une nouvelle orientation pro-occidentale en négociant les premiers pas de l'intégration du pays au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. C'est sous votre impulsion notamment que Tbilissi a signé plusieurs accords avec l'Alliance Atlantique et négocié le plan d'action Union européenne-Géorgie. Élu député en 2016, vous êtes devenu, avec le soutien du parti Rêve géorgien, la 5e présidente de la Géorgie et la première femme de ce pays lors de l'élection présidentielle de 2018. L'invasion russe en Ukraine en février 2022 vous a conduit à adopter une position pro-européenne en contraste saisissant avec la position du gouvernement géorgien. Nous nous souvenons ici de votre courage lorsque, quelques jours après le début de la guerre en Ukraine, vous vous êtes rendu fin février 2022 en France et à Bruxelles pour rencontrer les dirigeants européens, ce qui provoqua en rétorsion une plainte du gouvernement contre vous auprès de la Cour constitutionnelle pour avoir quitté le pays sans autorisation. Le 22 juin suivant, vous opposez votre veto à un projet de loi élargissant les pouvoirs de surveillance des autorités, puis le vote en mars 2023 d'une loi sur les agents étrangers inspirée d'un texte similaire en Russie et contesté par de très nombreux manifestants, vous conduit à brandir une nouvelle fois votre veto. Le gouvernement renonce dans un premier temps à son projet, mais celui-ci est finalement adopté au printemps 2024 devant votre refus de promulguer le texte. C'est le président du Parlement qui le signera finalement. Dernièrement, lors des élections législatives d'octobre 2024, et c'est certainement la raison principale pour laquelle vous êtes devant cette commission des affaires étrangères ce matin, vous contestez ouvertement la régularité du scrutin et soutenez les manifestations populaires réclamant l'organisation d'un nouveau vote. Le 27 octobre 2024, dans une allocution solennelle, vous dénoncez, je cite, une falsification totale du scrutin et accusez la Russie d'avoir perpétré une opération russe spéciale en forme moderne de guerre hybride contre le peuple géorgien. Le 16 novembre, la commission électorale confirme le résultat des élections et la victoire du Rêve géorgien. Vous dénoncez alors un système de fraude sophistiqué, inspiré des méthodes russes, et déposez en vain un recours contre la Cour constitutionnelle pour obtenir l'annulation des résultats. Ce rappel des faits souligne à la fois le courage dont vous n'êtes jamais départi et l'adversité face à laquelle vous exercez vos fonctions. Depuis octobre, tous les jours, des manifestations ont lieu à Tbilissi actuellement ou encore à Batumi. Et cette manifestation populaire vous encourage certainement dans la volonté qui est la vôtre de vouloir rétablir le résultat du scrutin et la volonté du majoritaire, en tout cas, de votre peuple. Et cette situation d'ingérence nous rappelle, et vous rappelle tous, bien sûr, des situations similaires en Moldavie et plus récemment en Roumanie. Madame la Présidente, il a paru essentiel que notre commission puisse entendre votre témoignage et puis la vision que vous avez aujourd'hui des mois et des années à venir pour l'avenir de la Géorgie. Nous souhaitons mieux comprendre les ressorts des actions engagées par la Russie pour déstabiliser certains États de l'Union ou appeler à entretenir des liens étroits avec elle, mais aussi pour voir comment nous pouvons contribuer au respect des aspirations de votre peuple qui ont été exprimées lors des dernières élections législatives.
Aujourd'hui, plus que jamais, vous faites le relais infatigable des aspirations européennes et des droits politiques de votre peuple, ce qui force notre admiration. Sans plus attendre, je vous donne la parole et ensuite à mes collègues qui, pour l'essentiel, essaieront de se contenter d'un format de 2 minutes ensuite pour poser des questions, puisque Madame la Présidente, vous avez vous-même une obligation d'ici 1h15. Sans plus attendre, Madame la Présidente, je vous donne la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je suis très heureuse et honorée de pouvoir déposer devant votre commission et vous exposer quels sont aujourd'hui les enjeux pour la Géorgie, mais pas seulement pour la Géorgie, quels sont, parce que c'est ça qui vous intéresse au fond, quels sont à travers la Géorgie et sur le sol géorgien les enjeux qui peuvent intéresser la France et l'Europe. Alors, je dirais que le premier défi et le premier enjeu, il est tout d'abord un enjeu de démocratie, puisque aujourd'hui, nous sommes face à un régime qui est un régime de parti unique. Le Parlement est un Parlement élu non légitimement par ces élections falsifiées, mais qui est un Parlement de parti unique dans lequel aucun parti d'opposition ne siège. Le gouvernement est constitué également par ce parti unique, mais plus grave encore, toutes les institutions du pays sont à la main de ce parti, et ce parti est à la main d'un seul homme, qui est M. Ivanishvili, qui prend toutes les décisions principales pour ce parti. Donc c'est un régime qui n'a plus rien de démocratique, qui est devenu un régime à la russe, dans lequel la verticale du pouvoir a remplacé l'organisation démocratique du pays. C'est un régime qui est sorti de la Constitution aussi parce que le Parlement a été convoqué malgré et contre les dispositions de la Constitution qui prévoyaient que le président, moi en l'occurrence, devait convoquer la première session, qui prévoit de façon très claire que la première session ne peut pas être convoquée sans l'aval, sans que la Cour constitutionnelle n'ait tranché les requêtes qui lui ont été présentées. Il y en avait deux, l'une de ma part et l'autre présentée par les partis d'opposition. Tout cela n'a pas été respecté. Et de façon générale, tous les principes de la Constitution sont aujourd'hui violés, qu'il s'agisse du droit d'expression, de la liberté d'expression, la liberté de manifestation, comme on l'a vu au travers de ces manifestations qui se poursuivent maintenant de façon ininterrompue depuis 2 mois, mais qui ont aussi, auparavant, vous l'avez rappelé, nous avons eu des manifestations au moment de l'adoption de la loi russe pendant tout le printemps et immédiatement après les élections. Les droits de la personne ne sont pas respectés. Il y a eu des cas de torture qui ont été relevés même par le défenseur public qui pourtant est lui aussi nommé et complètement à la main du parti unique. Mais aussi, on a appris il y a quelques jours que l'ensemble des données personnelles de tous les citoyens géorgiens avaient été exposées. Et c'est sans doute un des instruments, et c'est ce qu'on apprend comme ça au fil des jours, un des instruments qui a été aussi utilisé, outre tout ce que l'on savait déjà, pour la violation des élections, parce que ces fichiers sur les personnes qui donnent tous les renseignements sur le niveau de crédit des personnes dans les banques, sur les problèmes de santé de la famille qui peuvent entraîner des vulnérabilités. Tout cela était donc disponible et a été et n'est pas aujourd'hui défendu comme cela devrait l'être. La loi russe que vous avez mentionnée, c'est quelque chose sur lequel je veux revenir. C'est la loi qui prévoit, comme ça a été le cas en Russie, d'essayer de contrôler et donc d'empêcher ensuite les financements par les organisations internationales européennes ou américaines de soutien à la société civile, qui ont pour beaucoup contribué à beaucoup des progrès qui ont eu lieu en Géorgie depuis des décennies, dans le domaine médical, dans le domaine humanitaire, dans les standards, par exemple, d'aide aux personnes handicapées,
tout cela a été le fruit de cette coopération avec les organisations internationales. Et cela a été mis sous le contrôle par cette loi russe. C'est cela qui a provoqué cette réaction déjà l'année précédente avec une promesse des autorités de retirer et de ne jamais représenter cette loi, promesse qui a été violée dès un an après. Mais je dirais que cette loi russe aujourd'hui n'est plus le problème, ou en tout cas ce n'est pas un problème en soi, parce que depuis lors, nous avons une addition de lois russes au pluriel, la loi sur les offshore qui en réalité permet à l'oligarque qui dirige le pays d'avoir rapatrié sur le sol géorgien ses actifs dans les différentes zones offshore, mais qui permet aussi à d'autres oligarques russes d'échapper au contrôle dans les offshore et d'avoir sur le territoire géorgien une espèce de zone grise qui leur serait ouverte. Donc ça, c'est aussi une loi russe. Loi russe également, la loi qui vient d'être adoptée sur la détention préventive, sans autre explication. Comment est-ce qu'on détient à l'avance, avant les crimes même, les personnes? C'est une loi de dictature proprement dite. La loi sur le service public qui a remis en cause des lois qui avaient été élaborées pendant des années avec nos partenaires européens pour assurer au service public son indépendance et sa dépolitisation. Et c'est une loi qui directement repolitise le service public, enlève tous les critères de recrutement professionnel et permet aux autorités de licencier à leur gré sans aucune désormais compensation et possibilité de recourir à une justice qui elle-même n'existe pas. La meilleure preuve en est que tous les procès qui se succèdent en ce moment depuis les arrestations dès les premiers jours de ces manifestations de masse, tous les procès se terminent en faveur du procureur général. Aucun n'a donné lieu à la justification des personnes arrêtées. La loi récente sur la Commission électorale centrale, qui, outre qu'elle modifie encore une fois les modalités des élections en faveur d'un contrôle plus grand encore de la Commission électorale centrale, qui elle aussi est aux mains du parti unique, permet maintenant, donne le port d'armes aux membres de la Commission électorale centrale, ce qui est quelque peu surprenant, mais qui est aussi un modèle russe. Les syndicats sont inexistants ou ceux qui commencent à essayer d'opérer ont beaucoup de mal à fonctionner et la liberté de travail est donc toute relative. Ça, c'est rapidement la description de la sortie, je dirais, de la démocratie sur un modèle et sur un cheminement qui est proprement russe. L'enjeu, au-delà de ce qui nous concerne, nous, population géorgienne plus directement, il y a un enjeu géopolitique, bien sûr, puisque la Géorgie, pour la Russie, est d'une certaine façon une autre Ukraine. L'Ukraine, c'est plus proche encore pour la Russie, c'est un autre soi-même, c'est encore comme ça qu'elle voudrait le vivre, même si ce n'est plus vrai du tout. La Géorgie et la Transcaucasie, comme l'appelle la Russie, est aussi une extension, comme le voient les Russes, de leur empire, l'accès à la mer Noire. En cela, il y a une volonté claire dans la direction russe d'essayer de récupérer sur ce territoire le contrôle et la domination. Les différents formats que la Russie a essayé, il y a le 3+3 qui donne la Russie, l'Iran et la Turquie, qui devraient, avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, créer en réalité un nouveau format pour contrôler la région, dans lequel, bien entendu, la Russie aurait une part prépondérante, dans lequel, jusqu'à présent, la Géorgie a toujours refusé de participer, mais il semblerait que les autorités actuelles soient tentées de renégocier leur présence à cette table qui, en réalité, ferme la porte
à nos partenaires principaux depuis 30 ans, qui sont les Européens et les États-Unis, ceux qui ont aidé à la construction de l'État géorgien depuis son indépendance. Le contrôle de la mer Noire est quelque chose de très important pour la Russie, qui sait lire dans tous les grands projets d'infrastructure de l'Union européenne, justement en direction du Caucase, entre les deux rives de la mer Noire et au-delà vers l'Asie centrale. C'est ce contrôle de la mer Noire qui est en partie l'explication de la guerre en Ukraine. Et on l'a vu depuis l'occupation de la Crimée en 2014 et la poursuite de cette tentative de prendre possession de l'ensemble du rivage de la mer Noire ukrainien. La volonté annoncée et affichée par la Russie d'ouvrir un nouveau port militaire sur le territoire occupé en Géorgie de l'Abkhazie est aussi la marque de cette volonté de s'installer et d'essayer d'exclure de la mer Noire ce qui s'était passé dans les dernières années, c'est-à-dire l'entrée des flottes des pays européens pour faire des escales dans les différents ports de la mer Noire, en particulier en Géorgie, que ce soit les flottes européennes ou la flotte américaine. Cela explique la déstabilisation tentée en Moldavie, en Géorgie, vous l'avez mentionné, en Roumanie plus récemment. Cet enjeu géopolitique, c'est aussi un enjeu économique, puisque via la Géorgie, la Russie espère et a manifestement de plus en plus réussi à circonvenir les sanctions, puisqu'il semblerait qu'il y a un parcours maintenant organisé qui permet d'acheminer notamment les voitures de luxe via la Géorgie et le commerce des voitures de super luxe est en croissance exponentielle, à destination en principe de pays d'Asie centrale, mais en réalité, dès que la frontière avec la Russie est franchie, ces véhicules sont réorientés vers le territoire russe. Et la vraie question, c'est au-delà de ces produits de luxe qui sont sanctionnés, que comportent ces véhicules, qu'est-ce qu'ils transportent? Ça, c'est une autre question qui demande à être contrôlée davantage. Alors l'enjeu, il est géopolitique et c'est un enjeu russe, mais au-delà, c'est évidemment un enjeu européen. Parce que devant cette volonté claire de Moscou de reprendre la main après son échec en Ukraine, parce qu'il faut bien constater que ce que l'on voit en Ukraine depuis maintenant quasiment 3 ans, c'est un échec de la Russie en Ukraine. C'est un échec de la puissance militaire, celle que l'on croyait être la grande puissance militaire de l'Europe. Eh bien, elle a beaucoup perdu de son image. C'est un échec de la stratégie russe, qui était de prendre Kiev en 3 jours et de, comme disait Poutine, dénazifier. C'est un échec parce que les chefs militaires russes ont été changés de plusieurs fois, montrant ainsi qu'ils n'arrivaient pas, ils ne donnaient pas satisfaction. C'est un échec quand on fait venir les Nord-Coréens pour se battre à la place des Russes. Et c'est un échec quand cette campagne qui n'en finit pas, cette agression qui n'en finit pas, donne lieu finalement à un élargissement de l'OTAN via la Suède et la Finlande, c'est-à-dire contre tous les objectifs politico-militaires de la Russie. Et devant cet échec, la Russie, qui ne renonce pas, voudrait bien prendre sa revanche sur l'Europe et sur les États-Unis, d'où cette stratégie hybride qui utilise contre la Géorgie, contre la Moldavie, contre la Roumanie, utilise les instruments de la démocratie, c'est-à-dire utilise les élections. Et malheureusement, en Géorgie, nous n'avons pu compter ni sur la diaspora, comme en Moldavie, puisque la diaspora a été quasiment interdite de voter, ni comme en Roumanie, la Cour constitutionnelle, qui s'est révélée être la dernière institution sur laquelle on espérait voir une petite indépendance émerger et qui en réalité a montré qu'elle était aussi soumise au parti unique. Et donc la Russie utilise là
les instruments dont elle dispose sur les démocraties, c'est-à-dire le populisme, la corruption et bien entendu la propagande, qui est la même partout dans tous ces pays de l'ancienne Europe centrale ou de l'Est et dans les pays du Caucase et en particulier en Géorgie, à force de on ne veut pas la guerre, on veut la paix, les arguments et les propagandes classiques, mais aujourd'hui remises au goût du jour de l'ancienne puissance soviétique. L'enjeu est européen car il vise cette stratégie russe hybride vise, bien entendu, et en premier chef, l'élargissement de l'Union européenne et par là même l'élargissement de l'OTAN, l'élargissement qui serait la véritable transformation de l'Europe en puissance est menacé par cette stratégie russe, en face de laquelle manquent les moyens. Le modèle de la Géorgie montre très précisément combien ces moyens font défaut. Les sanctions européennes sont impossibles à cause du veto d'un pays ou de l'autre. Les sanctions que l'on a vues adoptées hier sur les passeports diplomatiques font sourire ceux qui sont visés par ces sanctions, c'est-à-dire cette élite politique qui a monopolisé le pouvoir en Géorgie, parce que les passeports diplomatiques peuvent être remplacés en moins de 24 heures. S'il y a quelque chose qui fonctionne bien en Géorgie, c'est encore les services administratifs, et donc ils peuvent avoir un passeport ordinaire en moins de 24 heures. Dans la mesure où la Hongrie a déjà annoncé qu'elle n'appliquerait pas de restrictions supplémentaires sur les passeports ordinaires, ce qui est laissé à la libre disposition des États membres, cela veut dire que via la Hongrie, l'entrée dans l'Union européenne, même si les pays individuellement adoptent des restrictions supplémentaires, ne seront pas limitées. Donc c'est un petit peu regrettable que l'Europe, quand elle est confrontée à un État et à un gouvernement qui non seulement se détache de l'Europe, mais qui a le 28 novembre dernier déclaré qu'il suspendait la voie vers les négociations européennes, que la réponse de l'Europe soit aussi faible est quelque chose qui met en cause l'Europe elle-même et sa politique extérieure. D'autant que ces limitations ne touchent pas non plus dans cette élite qui est au pouvoir et qui est maintenant très restreinte, elles ne touchent pas les principaux, puisque les principaux ont même des doubles nationalités. Monsieur Ivanishvili a la nationalité française, ainsi qu'une partie de sa famille. Le directeur de la principale chaîne de propagande a la nationalité américaine. Le maire de Tbilissi a la nationalité italienne. Donc cela fait beaucoup, et sans doute beaucoup d'autres que je ne vais pas détailler maintenant. Donc beaucoup de gens qui devraient être les premiers concernés par ces sanctions sont en réalité, échappent aux sanctions européennes. Donc on attend quelle peut être une politique plus claire de l'Union européenne quand elle est mise au défi et quand sont utilisés directement les instruments de la démocratie et par exemple les élections. Ce qui est nécessaire, c'est qu'une réflexion soit entreprise, non seulement pour nous, mais pour l'Europe elle-même, sur les élections. Parce que manifestement, c'est l'instrument maintenant de préférence utilisé par la Russie, beaucoup moins coûteux que l'intervention militaire. Les observations d'élections, comme elles étaient pratiquées jusque-là, sont manifestement dépassées, car il faudrait des modalités qui permettent de prévoir, des instruments qui permettraient de prévoir les modalités de violation qui jouent sur tous les tableaux, l'électronique en Géorgie, TikTok en Roumanie et bien d'autres, de façon à pouvoir prévenir les violations et pas seulement essayer de constater. Ensuite, il faut oser, et ça c'est le domaine du politique, il faut oser dénoncer quand les élections sont manifestement violées
et non se contenter à mi-chemin de dire ça n'a sans doute pas été juste et équitable, mais ne pas oser aller plus loin. Sinon, l'Union européenne perd non seulement les instruments de réaction, mais elle perd aussi les instruments politiques qui sont de dire le vrai et de donner son jugement politique. Avec l'Ukraine et avec la guerre en Ukraine, par ailleurs, l'Union européenne est en train de se réveiller. Elle est en train aussi de se réveiller avec l'arrivée au pouvoir du président Trump aux États-Unis, qui va l'obliger à se ressaisir et à fixer ses propres orientations. Donc, plus que jamais, je dirais que le moment est un moment de défense de l'Union européenne et d'affirmation de soi. Nous sommes un des endroits où cela peut se manifester, sans doute pas le seul. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais donner la parole aux orateurs de chacun des groupes. Peut-être juste avant, nous donner quelques éléments factuels sur la régularité et l'intensité aujourd'hui des manifestations populaires encore en Géorgie, et puis un point sur les risques personnels que vous prenez, votre situation personnelle. Je rappelle que vous parlez là, actuellement en direct depuis Tbilissi. Alors, les manifestations sont quotidiennes, tous les jours à la même heure, à 19h, sur l'avenue centrale de Tbilissi, et sont accompagnées de marches diverses toute la journée par les différentes professions, par les différents groupes de la société civile, et également des marches parallèles dans les différentes villes de Géorgie, ce qui est très nouveau dans la configuration géorgienne. Ce que je dois aussi rappeler, et de façon très vigoureuse, c'est que les prisonniers qui sont aujourd'hui accusés de délits criminels alors qu'ils n'ont fait que manifester et qu'il n'y a aucune preuve contre eux, parmi eux, il y a une femme journaliste qui était l'initiatrice de médias très importants dans la région d'Adjari en Géorgie, est aujourd'hui à sa 17e journée de grève, dans des conditions de santé dont on n'arrive pas à avoir aucune information. Et son cas devient un cas symbolique des risques précisément que prennent les manifestants pacifiques en Géorgie, parce que ces manifestations sont absolument pacifiques. Et si je vous dis que sur l'avenue centrale où se déroulent ces manifestations qui varient entre 10 000 et 100 000 personnes suivant les jours, il n'y a pas une vitrine ni une voiture qui ait été brûlée. Vous me comprendrez pour juger du degré de pacifisme de ces manifestations. Alors je crois qu'il est très important, là aussi, dans le jugement politique de nos partenaires européens, individuellement ou collectivement dans les instances européennes, que le sort de ces prisonniers de conscience ou politiques, comme on voudra les appeler, ils ne sont pas politiques au sens qu'ils n'appartiennent pas à des partis politiques. Et d'ailleurs, les partis politiques ne sont pas les meneurs de ces manifestations. Il est très important de les soutenir et d'avoir des déclarations politiques. Je suis au regret de constater que le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne n'a pas eu un mot pour dénoncer les violations des libertés individuelles en Géorgie et pour prendre position pour défendre ces prisonniers et Madame Zia Marlobeli, qui est aujourd'hui le symbole de cette lutte. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais commencer à donner la parole aux représentants du Rassemblement national, à Alain Joly, et puis ensuite Alexis Joly, je disais. Ensuite, je demandais à Pierre-Alexandre Anglade de se préparer, et ensuite Aurélien Taché. Alexis Joly, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je ne sais pas si je vous tourne le dos, en tout cas je m'excuse si c'est le cas. La Géorgie est aujourd'hui au cœur du grand jeu géopolitique, tiraillé entre deux aspirations légitimes mais contradictoires. D'un côté, la volonté de sortir du logiciel post-soviétique et un désir légitime de modernité et de prospérité, incarné par l'aspiration à une pleine intégration dans le monde européen, et de l'autre, la volonté tout aussi légitime de préserver son modèle de société et la défense de son identité nationale.
Depuis les dernières élections qui ont consacré la victoire du rêve géorgien, nous assistons à un basculement préoccupant. L'influence de la Russie et ses ingérences sur la société géorgienne sont significatives en raison de la proximité géographique et de la pression économique et stratégique exercée par Moscou. Ces accusations d'ingérence permettent de demander et même d'obtenir, comme on l'a vu en Roumanie, l'annulation des résultats des élections qui ne plaisent pas à von der Leyen, Scholz et Macron. Par contre, lorsqu'un multimilliardaire d'extrême gauche finance des ONG à caractère politique dans les pays et au Parlement européen, noyote des institutions en soudoyant des parlementaires pour faire adopter de nouvelles législations, paye des manifestants pour provoquer la chute des gouvernements non alignés et fait le tour des chancelleries occidentales. Alors là, il n'y a pas d'ingérence, ou bien quand les hauts cadres du Parti démocrate américain comme M. Blinken ou Mme Nuland viennent donner leurs instructions aux responsables de l'UE, là non plus, il n'y a pas d'ingérence. La panique générale s'empare des partisans de la société ouverte au mauvais vent du wokisme, de l'immigration massive et de la destruction des identités nationales et révèle leur vrai visage, celui de tyrans adeptes du muselage des peuples par la menace, la censure, l'annulation des élections, pour continuer à marche forcer le démantèlement programmé de nos nations et de nos peuples. Dans ce contexte, je souhaite savoir, Madame la Présidente, quels sont les éléments qui vous permettent de demander l'annulation du scrutin d'octobre dernier, puisque vous avez toujours publiquement refusé d'apporter les éléments concrets qui, à vos yeux, justifient l'irrégularité de ces élections. Je vous remercie. Madame la Présidente, c'est à vous. Merci beaucoup pour cette déclaration politique. Je vous dirais simplement que ce n'est pas moi qui décrète, c'est la population, c'est ça la démocratie. Et pour cette espèce de dichotomie que vous avez voulu souligner, elle n'existe pas en Géorgie, parce qu'en Géorgie, l'indépendance et l'identité nationale ne font qu'un et ne font qu'un depuis plus de 20 siècles. Et c'est pour ça que ce petit pays a réussi à survivre au cours de ces siècles, entouré d'empires qui pratiquement tous sont entrés en Géorgie et ont essayé de dominer la Géorgie. Et elle a résisté grâce à son Église, grâce à son identité nationale et grâce à sa volonté farouche d'indépendance. C'est cela qui est en jeu aujourd'hui. Et les gens qui sont aujourd'hui dans la rue défendent cette indépendance nationale contre l'impérialisme russe qui, depuis 2 siècles et demi, est l'ennemi principal de la Géorgie. Merci. Merci Madame la Présidente. Je donne la parole pour Ensemble pour la République à Pierre-Alexandre Anglade, qu'on salue et qui est le président également de la Commission des Affaires européennes. Merci beaucoup Monsieur le Président, Madame la Présidente. Avant toute chose, je voudrais dire ce matin au nom du groupe Ensemble pour la République notre soutien dans le combat que vous menez pour la démocratie, la liberté, la souveraineté et l'ancrage européen de votre pays. Vous dire également que nous sommes aux côtés de la population géorgienne et soutenons son aspiration européenne légitime et nous sommes très préoccupés par le recul démocratique dans votre pays. La répression brutale à l'encontre des manifestants pacifiques et des responsables d'opposition est évidemment inacceptable, vous l'avez très largement souligné. Vous le savez, la France, avec plusieurs de ses partenaires européens, dont l'Allemagne et la Pologne dans le cadre du triangle de Weimar, a appelé à plusieurs reprises les autorités géorgiennes à libérer les manifestants emprisonnés, à arrêter la répression, respecter les libertés fondamentales et lancer un processus politique inclusif avec l'ensemble des forces d'opposition et de la société civile, et enfin à revenir sur le chemin européen. Cela nous semble évidemment absolument urgent et indispensable, et nous soutenons cet appel. Mais force est de constater, et vous l'avez rappelé très largement dans votre intervention, que nous n'y sommes pas encore aujourd'hui. Le rêve géorgien a fait le choix de l'escalade vis-à-vis de la société civile géorgienne et de ses partenaires européens, et le Conseil des Affaires étrangères, qui se réunissait hier à Bruxelles, a mis fin au régime sans visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services géorgiens. Cette réponse et cette décision est évidemment insuffisante et elle intervient à contretemps. Et il faut le dire, vous l'avez souligné, l'Union européenne n'est pas pleinement au rendez-vous dans le moment que traverse votre pays. Lors des élections d'octobre dernier, des fraudes et des ingérences massives ont été constatées et le pouvoir aujourd'hui à Tbilissi n'est pas pleinement légitime. Et donc une solution politique doit être trouvée rapidement, peut-être à travers de nouvelles élections, et les Géorgiens l'attendent, puisqu'ils défilent maintenant depuis plus de 2 mois dans les rues avec des drapeaux européens à la main. Et vous-même, Madame la Présidente, vous alertez sans relâche sur la gravité de la situation dans votre pays, pour la région, pour le Caucase, mais aussi pour nous, Européens. Dans ce contexte, je voudrais savoir quelles sont les mesures qui, selon vous, s'imposent et qui devraient être prises par l'Union européenne pour pouvoir aider votre pays sur le chemin de la transition politique et retrouver de la stabilité. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le député. Madame la Présidente, c'est à vous. Merci. Si vous me posez la question sur ce que doit être la politique européenne, moi je constate qu'aujourd'hui, elle n'a pratiquement pas d'instruments. Les instruments dont dispose l'Union européenne, ce sont des instruments d'accompagnement de la démocratie quand il y a des autorités au pouvoir qui sont prêtes à coopérer. Et c'est normal parce que c'est une organisation de paix et d'accompagnement et de coopération. Les autres instruments qui sont les sanctions sont aujourd'hui peu utilisables, à moins qu'un jour ou l'autre l'Union européenne ne revoie ses modalités de décision, mais ça, ce n'est pas à moi d'en juger. En revanche, ce que je pense aujourd'hui est le principal instrument que peut utiliser l'Union européenne, c'est l'instrument politique, c'est le verbe, et c'est au moins de nous accompagner, que la population géorgienne se sente défendue, se sente pas isolée, puisque le choix des autorités géorgiennes non légitimes, c'est d'emmener la Géorgie vers la Russie. C'est la déclaration du 28 novembre, et c'est d'isoler la Géorgie de ses partenaires traditionnels, ses partenaires depuis 30 ans, qui ont beaucoup fait pour aider tous les différents secteurs de la société géorgienne et les différentes institutions de Géorgie à se construire. Donc, défendez ce que vous avez fait, dites-le et montrez à la population géorgienne que vous êtes attentif au combat qu'elle est en train de mener. Les élections seront et sont aujourd'hui la seule voie normale de sortie de crise. Nous sommes dans une crise profonde. Le gouvernement ne gouverne plus. La seule chose qu'il fait, c'est de prendre des mesures répressives à l'encontre de sa population, et c'est tout. La population est dans la rue. Dans ces crises-là, qui sont des crises extrêmement avancées, il y a une seule solution, c'est de repasser aux élections. J'ai proposé à M. Ivanishvili, qui est le de facto leader du parti Rêve géorgien et donc des autorités et du parti unique, je lui ai proposé de se réunir pour discuter de la date et des modalités des élections. Cette proposition n'a pas été reprise, mais elle reste sur la table et à un moment donné, nous serons tous obligés d'en passer par là. Merci, Madame la Présidente. La parole à présent est à Aurélien Taché pour la France insoumise. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, d'abord un mot pour vous dire que même dans ce contexte dramatique, plaisir à vous retrouver, puisque j'avais eu l'honneur de vous rencontrer il y a 2 ans à Tbilissi lors d'un sommet de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. D'ailleurs, je me demande si vous attendez quelque chose des institutions de la francophonie. Je me doute bien que ce n'est pas le levier principal pour sortir de la difficulté en Géorgie, mais ça m'intéresse quand même. Ce que vit votre pays est absolument dramatique. Le tournant autoritaire qui est celui que le Rêve géorgien fait prendre à la Géorgie avec d'abord la loi sur l'influence étrangère, mais aussi, je crois, et peut-être vous pourrez nous éclairer sur une série de mesures qui ont été prises depuis l'accession au pouvoir de ce parti, avec notamment la facilité de licencier des fonctionnaires. Je crois aussi qu'ils peuvent, après un amendement, maintenant recruter des policiers beaucoup plus facilement, et qu'il y a une vraie crainte que ces policiers soient des gens qui soient finalement à la solde de Moscou. Donc tous ces éléments-là sont extrêmement préoccupants. Si vous pouvez nous en dire plus, ce serait, je crois, utile pour la Commission. Vous avez aussi évidemment déclaré qu'il y avait eu, et vous nous l'avez redit ce matin, une fraude très massive lors des élections législatives, avec notamment une manipulation du vote électronique. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi un peu plus finalement quelles ont été les techniques utilisées, comment tout ça s'est déroulé, puisque c'est extrêmement préoccupant. Je connais votre engagement évidemment très fort sur la volonté d'accéder à l'Union européenne. Mon groupe parlementaire a plus de réserves sur ce point pour des raisons qui ne tiennent absolument pas à remettre en cause la volonté du peuple géorgien, mais sur le projet de l'Union européenne lui-même et sur la cohérence que doit garder ce projet. Mais au-delà de ça, peut-être que tout simplement ce que j'aimerais vous demander, c'est qu'est-ce que vous attendez de la France, en particulier du gouvernement français, et qu'est-ce que nous pouvons faire pour effectivement avoir un soutien au peuple géorgien, à vous-même qui prenez des risques extrêmement importants pour continuer à défendre la démocratie dans votre pays, puisqu'effectivement, ce qui se passe et la manière dont la Russie essaie de prendre le pouvoir par des moyens détournés dans les institutions géorgiennes est absolument scandaleux, déplorable, terrible, et nous le condamnons fermement. Merci, Monsieur le député. Madame la Présidente. Merci beaucoup. Oui, je crois que j'ai énuméré
un certain nombre des lois qui avaient été introduites, qui sont introduites depuis les élections et qui ont effectivement modifié, par exemple, le paysage du service public et aujourd'hui, on est devant une véritable chasse aux sorcières. Dans la mairie, le maire de Tbilissi fait tous les jours des déclarations pour dire qu'on va voir ce qu'on va voir. Les gens sont licenciés pour avoir simplement signé une pétition qui dénonce la déclaration du 28 novembre du Premier ministre qui suspend la voie européenne de la Géorgie. Ce qui d'ailleurs il a fait sans mandat pour ce faire et contre la constitution de la Géorgie, dans laquelle ce même Premier ministre, et moi j'étais à l'époque dans la commission constitutionnelle qui a amendé la constitution en 2016, dans lequel lui-même avait présenté l'article en question qui impose à toutes les autorités géorgiennes et à toutes les institutions de faire tout leur possible pour favoriser et accélérer l'intégration euro-atlantique de la Géorgie. Donc c'est très paradoxal et ça montre bien le tournant à 180 degrés qu'a pris le rêve géorgien entre 2016 et aujourd'hui, tournant qui a été d'abord progressif et puis très accéléré. Donc, vous m'avez posé la question sur les policiers. Effectivement, cette loi sur les services publics permet aussi de changer les conditions de recrutement des policiers, ne leur demande pas de formation professionnelle et permet de recruter qui on veut, comme on veut. Et sans doute pas une coïncidence, le de facto président de la République a fait son premier geste, a été de signer cette loi et ensuite de signer le pardon de 600 prisonniers dont on ne connaît pas la liste, mais qui vraisemblablement vont venir renforcer les rangs, en partie en tout cas, de cette police qui est composée aujourd'hui de 3 catégories. Les policiers anti-émeutes, qui sont ceux qu'on connaît dans beaucoup de pays quand il y a des manifestations, qui sont peut-être chez nous un peu plus brutaux qu'ailleurs, mais on les connaît partout. Il y a ensuite les policiers traditionnels qui sont formés et qui continuent à être une police dans l'ensemble loyale et respectueuse des droits et des libertés individuelles, avec des exceptions. Et puis, il y a entre les deux une masse grise qui sont ce qu'on appelle les titouchki du modèle russe, c'est-à-dire des hommes en noir, sans insigne, sans aucun moyen d'identification, et qui sont ceux qui font la sale besogne, qui est de tabasser, d'emmener, d'arrêter et de torturer, c'est le cas échéant, les manifestants. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant comme dérive d'une des institutions sur lesquelles repose la société pour sa propre défense, et la société ne se sent plus défendue par les forces de l'ordre dans leur ensemble. Pour ce qui est de la violation des élections, brièvement, parce que je ne peux pas ici décrire l'ampleur de cette violation, mais il faut savoir que, outre ce modèle électronique qui a été introduit très rapidement avant les élections et qui a été introduit par la même société qui a aussi conduit les élections au Venezuela. Ça nous donne une petite idée de la façon dont les choses ont été gérées, et évidemment par une commission centrale totalement dirigée par le rêve géorgien, dans laquelle le président de la commission centrale, nommé par le rêve géorgien pour 5 ans et renommé pour 5 ans, était complètement seul à prendre les décisions et à avoir la main sur l'organisation des élections. 3500 call centers ont été mis en place à travers le pays, dont bien entendu les observateurs n'ont pu rien savoir au moment où ils observaient. J'entends les observateurs internationaux et même les observateurs géorgiens qui l'ont découvert dans les jours qui ont suivi. Et puis l'utilisation dont je viens de parler des fichiers individuels qui ont été entièrement repris en main et qui posent d'ailleurs un problème de défense des données individuelles maintenant encore et pour l'avenir proche. Qu'est-ce que la France peut faire? La France a fait beaucoup puisque le président Macron s'est impliqué
et a fait un discours adressé au peuple géorgien, qui est probablement ce qu'attend le peuple géorgien des autres pays également. Il y a des pays qui sont des soutiens traditionnels de la Géorgie, la Pologne, les États baltes, mais c'est très important pour le moral de la population géorgienne d'avoir ce soutien moral et politique. Mais la France a peut-être d'autres moyens également. À la suite de la décision sur les passeports diplomatiques, il y a la possibilité, je crois, pour les États membres de transcrire ça dans des décisions individuelles qui soient plus strictes et qui concernent les personnes et pas les passeports. Il faut rappeler quand même que M. Ivanishvili a à la fois la nationalité géorgienne et une décoration française. La nationalité française et une décoration française, c'est peut-être des moyens aussi. Merci Madame la Présidente. La parole à présent pour les socialistes et apparentés à Stéphane Ablot. Ensuite, Stevie Gustave se prépare. Monsieur le Président, Bruno Fuchs, Madame la Présidente, c'est un immense honneur de prendre aujourd'hui la parole en votre présence. Votre parcours est pour beaucoup d'entre nous une véritable source d'inspiration. Vous avez su incarner avec force les valeurs fondamentales qui nous rassemblent. Vous avez fait preuve de courage dans la promotion des droits des femmes, de fermeté dans votre combat contre la corruption, de fraternité dans vos engagements avec l'Europe. Et vous avez œuvré pour renforcer les liens entre nos peuples. Ces valeurs sont les nôtres. Nous les défendons et elles méritent que nous vous soutenions de manière indéfectible. Pourtant, le contexte géorgien est aujourd'hui menacé. Il est marqué par l'élection controversée du président actuel de la Géorgie. Tout à l'heure, un député était intervenu pour demander les preuves là, de ces élections qui seraient truquées. Mais les preuves, c'est la chaîne humaine dans la rue. La seule légitimité, c'est le peuple qui fait cette chaîne humaine. Et c'est beaucoup plus important que le vote électronique qui est secondaire. Donc on doit être solidaire et on l'est avec votre peuple. Nous regrettons que le lien solide entre la Géorgie et l'Union européenne soit mis en péril au nom de dirigeants dont la vision s'éloigne de nos principes démocratiques. La France et l'Europe donc, ont un devoir désormais, celui de réaffirmer son soutien aux forces démocratiques géorgiennes. Donc la question, mais beaucoup sont déjà intervenus pour vous poser les mêmes questions, c'est-à-dire les leviers que vous proposez pour relancer le processus d'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne, les soutiens spécifiques dont vous avez besoin, mais vous avez répondu. C'est un soutien dans l'expression publique et on l'a bien compris. Donc une chose est sûre, désormais, le destin de la Géorgie doit désormais croiser celui de l'Europe, une Europe forte qui doit intervenir et surtout s'exprimer envers les nations et les peuples qui partagent nos valeurs. Donc nous vous remercions pour votre témoignage, votre éclairage et au nom du groupe socialiste, croyez en notre solidarité totale envers votre peuple, dont la chaîne humaine, je le disais tout à l'heure, impressionnante, sera toujours plus forte que ce vote électronique. Merci Monsieur le député. Madame la Présidente. Je n'ai que des paroles de remerciement à vous adresser. Je crois qu'il n'y avait pas de questions et je partage ce souhait que notre rapprochement, ce qui compte aussi, c'est sans doute de pouvoir, c'est encore dans le domaine de la déclaration politique, mais c'est de pouvoir dire à la Géorgie que aussitôt que nous aurons, nous, à l'intérieur, réussi notre retour à la démocratie, qu'à ce moment-là, la voie européenne sera prête à reprendre le cheminement qui a été interrompu trop tôt et de le reprendre aussi rapidement que possible et aussi efficacement que possible, parce que nous aurons à ce moment-là besoin d'un vrai soutien concret et immédiat. Merci beaucoup. Je donne la parole à Stevie Gustave pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président, chers collègues et collaborateurs. Madame la Présidente, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour échanger sur la situation en Géorgie. En tant que député de la circonscription où se trouve Leville-sur-Orge, je tiens à souligner le lien historique qui unit la Géorgie et la France. Leville, avec son château, n'est pas qu'un simple lieu de mémoire, il incarne un plan de l'histoire géorgienne. Le symbole de l'exil du premier gouvernement démocratique de votre pays après l'invasion soviétique. Ce lien entre nos deux nations est profond. Il engage aussi une responsabilité, celle de veiller à ce que les valeurs de liberté et de démocratie qui ont guidé cet exil continuent à être défendues. En tant que président du groupe d'amitié France-Géorgie, je continuerai à défendre les mêmes valeurs, démocratie, liberté, autodétermination.
Je continuerai à être, comme je l'ai toujours été, tout au long de mon parcours, le porte-voix de ceux qu'on essaie de faire taire. Mon lien avec la Géorgie ne s'arrête pas là. En 2010, j'ai eu l'honneur de produire un concert à Zugdidi avec Coalition of Justice pour sensibiliser la communauté internationale à la situation des déplacés internes, avec des artistes comme Youssou N'Dour, MC Solar, Jane Birkin ou encore Youssoupha. Nous avons voulu rappeler que la culture et la musique peuvent être des vecteurs puissants de solidarité et de justice. Cette expérience m'a marqué. Elle m'a permis de comprendre à quel point la Géorgie est un pays qui aspire profondément à la paix, à l'intégration européenne. Votre pays traverse en ce moment une période de tension, d'incertitude. Les contestations électorales, les lois sur les agents de l'étranger, les mobilisations populaires et le rapport avec l'Union européenne, tout cela témoigne de tensions politiques qui ont été ravivées dans votre pays. Madame la Présidente, vous avez toujours défendu l'indépendance et l'ancrage européen de votre pays. Sommes-nous aujourd'hui à un tournant décisif de l'histoire géorgienne? Quels leviers doivent être actionnés pour garantir la démocratie et la stabilité? Quel rôle la France et l'Union européenne ainsi que les parlementaires français doivent-ils jouer pour accompagner la Géorgie dans ce moment crucial? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup pour votre témoignage personnel également. Madame la Présidente. Merci beaucoup. Ça me touche d'autant plus que, comme vous le savez, ma famille, mes parents, mes grands-parents sont enterrés au cimetière de Leville et ils sont des représentants de cette émigration à laquelle la France a assuré l'hospitalité à partir de 1921. Donc c'est effectivement un lien très important et très fort. Et c'est ce lien et ce sont les valeurs de cette émigration qui défendaient une première république géorgienne, sociale et socialiste, et qui avait introduit une constitution dont on rêve aujourd'hui, dans laquelle les femmes non seulement avaient le droit de vote, mais le droit d'être élues, et d'ailleurs ont été élues à la première assemblée constituante, 6 femmes, dont la première musulmane. Et tout ça, ce sont des principes extrêmement progressiste qui a été introduit dans cette constitution et qui est un petit peu un modèle pour nous tous aujourd'hui, qui nous battons pour revenir à des vraies valeurs géorgiennes et européennes, géorgiennes donc européennes. Qu'est-ce que vous pouvez faire? D'abord, venez faire un concert du même genre aujourd'hui. Les manifestations pacifiques qui se déroulent tous les jours et dans différentes villes du pays sont très festives également. On a eu une immense manifestation de tous les théâtres géorgiens. Hier, c'était une manifestation des artistes peintres qui, sur le thème de ce qui se passe en Géorgie, ont fait une exposition dehors, publique. Et donc, tous ces gestes de solidarité un peu hors du commun sont très importants et correspondent bien à l'atmosphère qui est celle de ces manifestations en Géorgie. L'autre chose dont je n'ai pas suffisamment peut-être parlé ici et que je veux réaffirmer, c'est l'importance de ne pas tomber dans le business as usual, de ne pas reprendre les relations classiques, traditionnelles. C'est toujours la tendance de l'inertie qui fait qu'à un moment donné, on refait des visites où on va serrer la main des gens qui sont en train d'arrêter, qui sont en train de faire de la répression, qui sont en train d'adopter des lois inacceptables. Donc, pas de business as usual. C'est peut-être plus important que les sanctions, parce que ce qu'on voit, c'est que ce gouvernement, qui est complètement coupé de sa population, essaye à tout prix de montrer qu'il peut avoir des relations normales avec tout le monde, reprendre des relations comme si rien n'était. Donc, à défaut de le faire aujourd'hui avec les pays européens et avec les États-Unis, en dépit des espoirs qu'ils avaient de l'élection du président Trump, ils reprennent ces relations avec l'Arabie saoudite, avec l'Iran, avec la Turquie, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il est très important que l'Europe, là-dessus, reste fidèle à ses propres principes. Merci beaucoup. La parole à présent à Jean-François Portarieux pour Horizon et Indépendant. Laurent Mazory se prépare. Oui, Monsieur le Président, une question assez brève sur la démographie de la Géorgie. Votre pays abritait 4,5 millions d'habitants en l'an 2000 et c'est presque 1 million de moins aujourd'hui, même si les données sont un peu difficiles à établir, disons autour de 3,7 millions. Et ce sont beaucoup de jeunes qui quittent le pays pour s'installer et travailler à l'étranger. Alors selon vous,
comment la Géorgie peut-elle résister à cette vague d'exil, à cette hémorragie de ses forces vives? Merci, Monsieur le député, En Madame la retournant, Présidente. en retournant à la démocratie et à son avenir européen. D'abord, effectivement, c'est 3,7 millions aujourd'hui, d'après ce que l'on a comme statistiques publiques. Plus d'1 million qui sont aujourd'hui dans les pays européens et aux États-Unis, 1 million qui n'ont pas été autorisés à voter. Sur les 1 million, seuls 37 000 ont réussi à voter dans ces élections par différents obstacles. Ça fait partie de la violation des élections, différents obstacles auxquels j'ai été moi-même témoin au fil des mois, puisqu'il y a eu un blocage total de la commission électorale et du ministère des Affaires étrangères pour faire quoi que ce soit pour faciliter le vote de nos électeurs à l'étranger, en dépit des pays européens qui tous marquaient leur disponibilité à aider et à soutenir l'ouverture de bureaux de vote supplémentaires dans les pays de grande concentration de nos concitoyens. Et qu'est-ce qui peut éviter le départ à l'étranger de nos jeunes? C'est justement le succès de ces manifestations. On voit que beaucoup de jeunes qui sont là dans les manifestations sont là pour réussir et que pour beaucoup, si ils voient qu'il n'y a plus d'issue, ça sera le départ, la seule issue. On a vu aussi, notamment maintenant à l'occasion des fêtes de fin d'année, un retour massif des jeunes qui étudient ou qui travaillent à l'étranger profitant de ces vacances d'hiver pour venir participer aux manifestations et pour dire nous sommes prêts à rentrer, mais pour rentrer, il faut que le pays puisse offrir des perspectives et les seules perspectives, c'est un État démocratique et un État qui se rapproche de l'Europe. Merci beaucoup pour votre réponse. La parole à Laurent Mazerie pour Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, notre soutien moral pour le peuple géorgien et son indépendance est total, à travers vous, mais aussi très directement. L'UE est un soutien financier incontestable de la Géorgie et son principal partenaire commercial. Elle participe à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, notamment au travers d'une subvention annuelle d'environ 85 millions d'euros. Par ailleurs, elle soutient la Géorgie grâce à des investissements dans le cadre du plan économique et d'investissement, par lequel elle a mobilisé 2,1 milliards d'euros d'investissements publics et privés. Enfin, entre 2021 et 2023, l'UE a alloué près de 63 millions d'euros via la Facilité européenne pour la paix, afin de soutenir la modernisation des forces de défense de la Géorgie. Cependant, l'aide de l'UE est conditionnée à la réalisation de progrès en matière de réforme et de respect de l'état de droit. Alors que le gouvernement a décidé, comme vous nous l'avez dit, de suspendre en novembre dernier le processus d'adhésion à l'Union européenne, quel avenir ces prochaines années pour les relations euro-géorgiennes et quid de ces investissements européens? Si ces derniers devaient être, en réponse à la situation actuelle, par exemple, diminués, quelles conséquences pourrait-elle avoir sur les citoyens en général et sur le développement économique de la Géorgie? De plus, comment estimez-vous que la communauté internationale, et notamment l'Union européenne, peut encore soutenir la Géorgie dans sa quête d'une plus grande sécurité et d'une réelle intégration euro-atlantique, au-delà des discours de soutien moraux que vous avez évoqués, voire de l'arrêt du business as usual que vous venez de nous rappeler? À quelle action de l'UE, éventuellement coercitive, pensez-vous précisément? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la Présidente, je rappelle que vous êtes en direct de Tbilissi. Je crois que l'arrêt de certaines aides budgétaires est déjà décidé, en tout cas par certains pays européens individuellement. Le transfert de certaines aides à la société civile est également quelque chose qui est annoncé en tout cas. Après, il reste à savoir sous quelle forme, parce que la loi sur les agents russes va précisément aussi faire obstacle à cette aide directe à des organisations non gouvernementales et à d'autres, par exemple à des syndicats qui sont en train de se constituer et qui sont une grande nécessité dans ce pays, ou aux médias, en particulier les médias régionaux qui sont dans une situation financière très difficile. Donc ça, ce sont des points sur lesquels il peut y avoir des soutiens européens. Il faudra être imaginatif pour contourner les obstacles que la loi, qu'on appelle la loi russe sur les agents d'influence, va mettre sur ces possibilités. Donc ça, c'est très important. Coercitive, je ne sais pas ce qui peut être fait dans ce domaine.
et le renforcement des moyens de défense de la sécurité géorgienne, la lutte contre la guerre hybride, contre les cyberattaques qui sont très nombreuses, puisque moi, dans mon palais présidentiel, j'ai eu 3 cyberattaques et on n'a pratiquement pas de moyens de défense. Et aujourd'hui, personne d'ailleurs ne se soucie dans les milieux gouvernementaux d'assurer cette défense puisqu'il y a plutôt une complaisance envers la Russie. Mais tous ces moyens sont des moyens qui sont liés au fait d'avoir des autorités gouvernementales qui coopèrent avec l'Union européenne. Et si elles ne coopèrent pas, on est effectivement dans une logique de distanciation qui va amener à des limitations des aides budgétaires ou non budgétaires, qui a déjà amené la limitation des investissements directs et qui donc va mettre sous pression l'économie géorgienne. Alors hier, en réponse à cela, les dirigeants du rêve géorgien sont partis pour une visite d'une journée en Arabie Saoudite, dans les Émirats, et ils sont revenus en disant on amène un contrat de 6,5 milliards d'euros ou de dollars, je ne sais plus, pour la Géorgie, ce qui est effectivement un grand nouveau rêve géorgien qui est là pour tromper le peuple géorgien et pour lui faire croire qu'il peut y avoir des alternatives à ce soutien trentenaire que l'Union européenne, que l'Europe, que les différents partenaires européens et que le partenaire américain apportaient à la Géorgie et qui ont permis à la Géorgie de franchir cette construction étatique qui nous avait amené à pouvoir remplir beaucoup des aspects de l'accord d'association. Et tout ça est aujourd'hui en train d'être mis sous le boisseau. Merci beaucoup. Je donne la parole à présent pour l'Union des droites pour la République à Madame Christelle Dintorni. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente. Au nom du groupe UDR, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre participation aux travaux de notre commission ce matin. Le pays connaît actuellement une crise politique majeure, marquée par des tensions sans précédent. Les élections législatives d'octobre 2024 ont plongé la Géorgie dans la tourmente. Nombreuses ont été les accusations d'irrégularité qui remettent donc en cause la validité du scrutin. Plus inquiétant encore, nous avons assisté à une escalade de la violence politique avec des agressions contre des personnalités publiques. Cela constitue malheureusement le symptôme d'une démocratie fragile. Les ingérences étrangères ne font qu'exacerber ces tensions, menaçant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Géorgie. La décision du gouvernement de suspendre le processus d'adhésion à l'Union européenne a mis le feu aux poudres. Au nom du groupe EDR, permettez-moi de rappeler que si nous sommes opposés à tout élargissement supplémentaire de l'Union européenne, nous sommes particulièrement attachés à la souveraineté des peuples et donc à leur droit de choisir leur destin. La Géorgie se retrouve à un tournant de son histoire. L'élection présidentielle du 14 décembre dernier marque une profonde rupture impliquant à terme le renforcement du pouvoir et du parti Le Rêve géorgien. Ainsi, Madame la Présidente, mes questions sont les suivantes. Comment envisagez-vous la résolution de la crise et le rétablissement d'un dialogue entre les différentes forces politiques du pays? Et dans ce contexte particulièrement tendu, comment la France, pays historiquement ami de la Géorgie, peut-elle contribuer à sa stabilité institutionnelle et au bon fonctionnement de ses institutions démocratiques sans pour autant s'ingérer dans ses affaires intérieures? Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Merci. J'ai déjà dit que la résolution de la crise, il y a un schéma classique quand il y a une crise qui est en réalité met face à face, non pas deux parties de la Géorgie, mais en réalité un régime et une population. Et il n'y a qu'une seule sortie de crise, c'est de revenir à la légitimité, donc au peuple et donc à des élections. Et on arrivera à ces élections. Est-ce qu'on y arrivera très vite parce que les autorités accepteront de venir discuter? Le régime acceptera de discuter, ce qui devient de moins en moins probable, ou bien le régime va peu à peu s'effilocher, comme cela se passe quand il y a des régimes autoritaires qui n'arrivent pas à renouer avec leur population, ce qui est le cas aujourd'hui en Géorgie. Le dialogue, donc, il n'y a pas de dialogue entre deux parties. Les appels au dialogue, c'est possible quand il y a un régime, des autorités qui sont ouvertes à ce dialogue. Aujourd'hui, elles ne le sont pas. Elles ne manient que la répression. Donc aujourd'hui, les appels au dialogue, ça serait un petit peu ces appels répétitifs qu'on entend souvent en diplomatie,
mais qui sont une façon de ne rien dire quand on ne peut rien dire. Donc il est plus important de soutenir la population, de soutenir ses choix, de soutenir, comme vous le faites, la souveraineté du pays. Merci. Et puis, dernier intervenant pour les groupes qui est non inscrit, la parole est à Lionel Vuibert. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, depuis le début de l'agression russe contre l'Ukraine et l'instauration des sanctions internationales, plusieurs pays voisins de la Russie ont enregistré une hausse significative de leur importation de biens européens et américains. Ces augmentations, particulièrement marquées dans les secteurs stratégiques, tels que les technologies avancées ou les biens à double usage, alimentent les soupçons de contournement des sanctions, notamment via des réexportations indirectes vers la Russie, comme l'ont révélé plusieurs analyses récentes. La Géorgie, bien qu'engagée officiellement dans une coopération avec l'Union européenne à travers l'accord de libre-échange, semble également impliquée dans des échanges commerciaux avec des États suspectés de servir de plateforme de réexportation. À votre avis, le gouvernement géorgien, dont les liens avec le Kremlin ne sont plus à démontrer, met-il réellement en œuvre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des produits soumis à sanctions ne soient détournés et acheminés vers la Russie? Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. La réponse est non. Ma première critique acerbe des autorités a été en 2022, exactement le 25 février, quand le Premier ministre d'alors a déclaré, alors que les sanctions n'étaient pas encore entrées en vigueur, que la Géorgie n'appliquerait pas les sanctions à l'égard de la Russie. Et depuis lors, de facto, la Géorgie a longtemps appliqué les sanctions financières internationales, ce qui a permis de maintenir les banques géorgiennes qui sont intégrées au système international et le système financier géorgien en état, mais a été moins clair sur l'application des autres sanctions, même si un groupe des mix américains et européens venus en Géorgie pour vérifier la situation en 2023, si je ne me trompe pas, n'avait pas constaté qu'il y ait de flagrantes violations, de contournement de sanctions. Aujourd'hui, la situation semble très différente. Plus la Géorgie s'est éloignée de ses partenaires européens et américains, plus elle a pris des libertés avec la circonvention des sanctions. Et ce que je décrivais tout à l'heure sur les véhicules de luxe, c'est probablement aussi vrai sur des sujets plus stratégiques, mais il faudrait pour ça avoir des informations dont moi je ne dispose plus depuis longtemps. La fin de ma présidence a été une présidence qui était dépourvue de toute information étatique sur les sujets véritablement importants de l'État géorgien. Merci beaucoup. Je propose pour terminer cette audition, Madame la Présidente, nous avons 5 autres intervenants. Je vais demander d'intervenir en 1 minute et ensuite ça permettra de répondre à ces questions et de faire une conclusion à notre audition. La parole est à Madame Christine Engrand. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, votre mandat a été marqué par des défis majeurs et des moments de tension qui ont profondément influencé le destin de la Géorgie. Les récentes élections ont en effet suscité des controverses significatives avec des allégations de fraude électorale et des manifestations massives à Tbilissi. Vous avez exprimé des préoccupations quant à l'intégrité du processus électoral et vous avez appelé à une enquête internationale pour faire la lumière sur ces événements. Dans ce contexte troublé, la Géorgie se trouve à un carrefour décisif. Les aspirations européennes de votre nation, confrontées aux réalités géopolitiques et aux dynamiques internes, soulèvent des questionnements majeurs sur l'avenir de votre pays. Votre perspective éclairée donc est inestimable pour comprendre les voies possibles vers une résolution pacifique et constructive de ces défis et pour envisager un avenir où la Géorgie puisse prétendre à l'émancipation. Madame la Présidente, forte de votre expérience et de votre vision pour la Géorgie, et au vu de tous les éléments que vous avez déjà portés à notre connaissance, comment envisagez-vous, à part les élections, le chemin à suivre pour surmonter ces tensions actuelles et guider votre pays vers un avenir stable et prospère? Merci. Merci, Madame la députée. Je donne la parole à présent Madame Éléonore Carrois pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je vous remercie très chaleureusement de votre présence ce matin devant notre commission pour évoquer la situation politique dans votre pays. Comme plusieurs de mes collègues l'ont fait, je souhaite avant tout saluer votre courage et votre engagement
vous faire part de notre soutien au peuple géorgien, de notre intérêt pour ce qui s'y joue actuellement, et aussi, peut-être et surtout, de notre vive inquiétude. Encore une fois, beaucoup de choses ont déjà été dites, et je ne voudrais pas me répéter, mais vous nous appeliez à ne pas tomber dans l'inertie, à ne pas tomber dans le business as usual. Or, on le sait, bien souvent dans les crises démocratiques et institutionnelles, la diplomatie reprend le pas, et c'est peut-être normal, mais l'on finit par s'y accommoder, et ça l'est peut-être un peu moins. C'est le cas dans de nombreux pays de ma circonscription dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Dès lors, comment pouvons-nous faire, nous, parlementaires français, attachés à la diplomatie parlementaire, pour soutenir votre pays pendant cette crise, dans les heures, dans les jours qui viennent? Par ailleurs, nous avons évoqué la question des ingérences étrangères auxquelles nous sommes tous soumis, bien qu'à des degrés divers. Comment y faire face concrètement? Quelles pistes pourriez-vous apporter? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Je donne la parole à Monsieur Alain David, puis ensuite Guillaume Bigot et François Hollande. Monsieur le Président, Madame la Présidente, nous rendons hommage, Madame la Présidente, à votre courageux dévouement pour faire prévaloir la démocratie en Géorgie. Pourriez-vous nous donner votre sentiment sur le rôle que l'Union européenne pourrait jouer dans les prochains mois, surtout depuis le 1er janvier et l'accession de la Pologne, pays qui est préoccupé de longue date par le destin européen de la Géorgie, en remplacement de la Hongrie qui présidait le Conseil de l'Union européenne auparavant et dont le président Orban n'avait rien trouvé de plus opportun que de venir féliciter le parti du rêve géorgien au lendemain des élections contestées. Merci beaucoup. La parole à Guillaume Bigot. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, de par sa position au sud de la Fédération de Russie, votre pays, Madame, permet à plusieurs oléoducs d'acheminer des hydrocarbures des rives de la Caspienne, notamment vers des pays de l'OTAN. Et c'est pourquoi les puissances, et par les puissances, je parle des États-Unis, de la Russie notamment, et pas de l'Union européenne qui n'en est pas une, se livrent à une bataille d'influence assez féroce. Depuis notamment la Révolution des Roses, l'influence américaine est bien établie, à tel point qu'une note du 6 mars 2024 rédigée par l'Institut McCain américain, pour lequel vous travaillez actuellement, décrit la Géorgie comme un bastion américain. Par ailleurs, les ingérences russes sont évidemment criantes, et votre mandat, notamment, Madame, a été marqué par le retour de l'influence russe dans votre pays, puisque le début de la guerre en Ukraine, l'augmentation de 52% des échanges commerciaux et quasi triplement de l'importation de gaz russe dans les importations géorgiennes. Alors dans ce contexte, et notamment à la lumière de l'élection de Donald Trump et de l'ébullition actuelle à Tbilissi, j'aimerais savoir si vous estimez que cette politique du « en même temps » est tenable sur le long terme dans votre pays. Je vous remercie. Merci. Et puis, dernier intervenant, et après, je voudrais de répondre à l'ensemble des intervenants et de conclure. La parole est à François Hollande. Je vous renouvelle, Madame la Présidente, notre soutien et notre solidarité. Je sais quel rôle vous avez joué depuis plusieurs années pour arrimer la Géorgie à l'Europe. Je déplore que l'Europe soit molle dans sa réaction par rapport à ce qui se passe en Géorgie. Je condamne ce qui se trame en Hongrie, car la Hongrie est aujourd'hui complice de Poutine et de ce qu'il peut faire dans l'ensemble de la région. Mais je vais vous poser une question sur l'Abkhazie et sur l'Ossétie du Sud, car ce sont deux territoires qui ont été amputés à la Géorgie par la force. Et je voudrais savoir si vous aviez des informations sur ce qui se déroule en ce moment même dans ces territoires-là, par rapport à la volonté de ces peuples aussi de se libérer. Merci beaucoup pour vos questions, Madame la Présidente. Si vous pouviez répondre à l'ensemble des interrogations qui ont été posées, et puis je vous laisserai ensuite un mot de conclusion. Alors, la première question sur quelle solution, moi je n'en connais qu'une, qui sont les élections. Encore une fois, c'est retour au peuple. Si les choses sont bloquées, et nous sommes dans une crise bloquée, et c'est la seule solution stable. Sinon, c'est l'instabilité. Et c'est ça qu'il faut éviter à tout prix. C'est pour ça qu'il faut soutenir cette demande d'élection et peut-être aider ensuite à l'organisation de ces élections. Et là, il y aura sans doute un rôle, plus que sans doute, pour nos partenaires. Quelle diplomatie parlementaire? Il peut y avoir une diplomatie parlementaire et il y a une diplomatie parlementaire. Il y a déjà un groupe d'amis de la Géorgie qui est constitué de différents parlementaires de pays européens et d'Américains
qui s'est rendu à 2 reprises en Géorgie, avec qui j'ai des contacts à distance, et qui sont venus sur place, qui ont rencontré la société civile, qui n'ont pas rencontré les autorités officielles, qui ont rencontré les différents partis politiques individuellement. Donc ça, c'est une possibilité qui permet de se rendre compte sur place de l'état de la situation. Le rôle de l'UE dans les prochains mois, effectivement, le fait que la Pologne ait pris la présidence après la présidence hongroise est un grand soulagement pour la Géorgie, et parce que c'est un allié traditionnel de la Géorgie qui comprend très bien ce que c'est que l'influence russe, ce que sont les tentatives de déstabilisation russe et sur lesquelles nous savons pouvoir compter. Je ne travaille pas pour l'Institut McCain, je n'ai jamais travaillé et je ne travaillerai jamais pour l'Institut McCain. Je me suis vu décerner un prix par l'Institut McCain qui doit voir naître un projet concret sur lequel les équipes sont en train de travailler, qui vont proposer un projet qui concerne la Géorgie et que l'Institut McCain éventuellement financera. L'Europe molle, c'est votre parole, Monsieur le Président, et je suis assez d'accord en ce moment que l'on peut utiliser cette terminologie. Sur l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, la situation évolue et n'évolue pas. Elle évolue parce que la population dans ces territoires occupés, justement depuis la guerre en Ukraine, depuis qu'ils ont vu une espèce de mobilisation forcée, depuis que la Russie a intensifié sa politique de russification, en particulier à l'égard de l'Abkhazie, où pratiquement la langue abkhaze est abandonnée au profit du russe, et où rien n'est fait pour soutenir et défendre ce que espéraient les séparatistes abkhazes à l'époque, pour soutenir l'identité abkhaze. Et bien au contraire, les dernières décisions de la Russie, ça a été d'obliger le Parlement, le de facto Parlement de l'Abkhazie, d'essayer de voter une loi qui leur permette aux Russes d'acheter des terres en Abkhazie et de devenir propriétaires, contre quoi la population abkhaze s'est élevée, a manifesté dans la rue, ce qui était aussi très nouveau. Et il y a une très grande désillusion vis-à-vis de ce qui était attendu à l'époque de la Russie. L'avenir de ces territoires occupés, c'est un avenir qui lui aussi passe par l'Europe. C'est l'Europe qui peut ramener ces territoires dans une entité qui sera intégrée à l'Europe. Et c'est aussi une perspective qui intéresse ces populations. Je voudrais profiter de cette conclusion qui m'est offerte pour vous remercier, pour espérer que les uns ou les autres vous déciderez de venir en Géorgie à mon invitation, de venir nous porter ce soutien moral qui est aujourd'hui la chose immédiate la plus importante, mais qui demain, je l'espère, une fois que nous reprendrons le chemin de l'Europe, qui est la seule alternative pour l'avenir géorgien, qu'à ce moment-là, l'aide individuelle des États membres, et en particulier de la France, comme celle des autres partenaires européens, sera au rendez-vous pour nous permettre de rattraper le temps qui aura été perdu par ce virement pro-russe qui ne correspond pas à l'identité géorgienne profonde. Madame la Présidente, au nom de l'ensemble de la Commission, je voulais vous remercier pour votre constance, votre courage, dire que nous avons été aujourd'hui très intéressés et à votre écoute sur l'analyse de la situation, mais également sur l'interpellation que vous nous faites et vous faites à l'ensemble de la communauté européenne. Cette commission a pour habitude d'écouter, de comprendre, mais aussi d'agir dans la mesure du possible. Et donc nous allons très rapidement ensemble voir comment nous pourrons contribuer à l'évolution favorable de la situation dans votre pays et puis, d'une certaine façon, accompagner les citoyens géorgiens et votre action personnelle dans le retour à l'ordre démocratique. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et
nous reprendrons contact avec vous très prochainement. Merci, Madame la Présidente. Et n'oubliez pas nos prisonniers. Merci. 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 Voilà. La séance est suspendue. On se retrouve pour la prochaine audition à 11h sur la communication ouverte à la presse sur le déplacement effectué par la délégation de la Commission à New York à l'occasion de la 79e Assemblée générale des Nations unies. Merci à vous toutes et tous. Rendez-vous à 11h.